Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas qui regarde Le Monde, Axel de Tarlet qui regarde les chiffres et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour. On commence avec un hebdo, tiens, ce matin. Le Canard enchaîné qui s'interroge. Jusqu'où ira l'état d'urgence ? Hollande, 2 points. Rasons le Père Noël et interdisons la poupée barbue. Pour les sourires, c'est à peu près tout ce matin. Sinon, aujourd'hui en France, titre sur les surprises de l'enquête. Enquête sur les attentats, bien sûr. La défense était la prochaine cible. Abdelhamid Abaoud y projetait une attaque suicide, poursuit effaré le Figaro. Après l'incident entre Turcs et Russes hier, les Échos s'inquiètent de voir la coalition anti-Daesh sous haute tension. Libération va plus loin et se demande qui sont nos vrais alliés. Libé qui les classe par catégorie. Ainsi, les États-Unis sont l'allié effacé, la Russie l'allié isolé, l'Arabie Saoudite l'allié ambigu, l'Iran l'allié indirect, ce qui donne au final une coalition sous de nombreuses conditions. On aurait aussi pu dire une coalition branlante. La Croix, de son côté, a pu consulter le programme du centre de déradicalisation, un de ceux qui doit ouvrir début 2016, en l'occurrence celui qui sera réservé aux jeunes qui se radicalisent, qui ne sont pas encore partis en Syrie ou au Yémen et qui sont volontaires pour essayer de s'en sortir. La prise en charge est prévue sur 10 mois, en 4 temps. D'abord une phase de mise en condition, puis une coupure de 2 semaines pour retrouver leur famille. Vient le temps de la consolidation, suivi d'une période d'insertion professionnelle et enfin une synthèse. Et pour finir, le scud du jour envoyé par l'équipe qui résume la triste prestation des Lyonnais hier en Ligue des Champions. Jérôme Lacroix nous en parlait il y a quelques minutes. C'est résumé en une phrase, ils ne manqueront à personne. Marion Calais, 3-1 régionales qui ont retenu votre attention ce matin. Celle de la Dépêche du Midi avec l'arrestation de l'émir blanc d'Artigat hier. Olivier Corel, imam salafiste et mentor notamment de Mohamed Merah, a été placé en garde à vue pour la détention non autorisée d'un fusil de chasse. Var Matin, de son côté, évoque le débat relancé sur le service militaire obligatoire, point d'interrogation. C'est la une du quotidien. Débat aussi dans le populaire du centre autour de la réédition de Mein Kampf. Dans le Limousin, traumatisé par la folie nazie, les avis, c'est la région de Radour-sur-Glane, les avis sont très partagés entre résistants et victimes qui craignent la banalisation et historiens qui évoquent et qui y voient une possibilité de comprendre le mécanisme de l'horreur. L'histoire du jour, Marion, c'est pas Ratatouille, mais presque. On aimerait qu'il soit aussi mignon que Rémi dans le dessin animé, sauf que les 3 millions de rats qui peupleraient Paris suscitent plutôt toutes sortes d'angoisses. Et comme pour dédramatiser un peu le Parisien, un récent livre à l'appui dévoile un certain nombre d'anecdotes sur l'histoire de Paris et de ses rats. Une très longue histoire, passée notamment par des arènes où étaient organisés des combats entre rongeurs et chiens. Et oui, c'était au début du XXe siècle. Passé aussi par l'assiette. En 1870, Paris encerclé par les Prussiens face à la pénurie. Et voilà donc le 17 novembre 1870, le directeur du jardin d'acclimatation qui sert un menu composé entre autres de côtelettes de chien au petit pois et de salmi de rat sauce Robert. Ah voici la sauce miam, Robert, miam. ça va alors. Plus près de nous, c'est pas très COP21, je vous l'accorde. On apprend par exemple que 10 tonnes de raticides ont été déversées dans le quartier des Halles au moment de leur déménagement à Rungis. À cette époque-là, le Parisien, à l'époque, le Parisien libéré titrait même 200 000 rats affamés menacent d'envahir Paris. C'était en 1968. Une bonne petite cuisse de rat bien charnue, non ? Faut la faire cuire, faut un aller-retour, sinon c'est moins digeste. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, on va en Espagne avec la confession, alors pour le coup étonnante, de la nouvelle maire de Madrid, la nouvelle maire. Si c'était à refaire, je ne me présenterai pas. Ben dis donc, un petit coup de blues, madame ? On peut dire ça comme ça. Alors je l'ai lu dans le journal El País qui cite les extraits d'un livre d'entretien étonnant, donc avec Manuela Carmena, madame le maire de Madrid. Alors je vous fais son portrait rapide. C'est un personnage au franc-parler, ancienne juge. Elle a 71 ans. Elle est arrivée en politique sur le tard avec Podemos, on en a beaucoup parlé. Elle avait longtemps hésité avant de se laisser convaincre d'entrer en campagne et de gagner finalement donc la mairie il y a 5 mois. Sauf que Manuela Carmena n'a ni les codes ni le cuir tanné des vieux politicards. Alors elle le dit de façon très cash. Je ne suis pas heureuse, c'est trop pour moi, tout est excessif, vous perdez le contrôle de vous-même et vous vous faites contrôler un peu plus par les autres. Alors pour vous donner une ordre... C'est honnête de le dire. C'est honnête, oui. Mais bon, c'est un peu comme si Anne Hidalgo, madame le maire de Paris, vous disait si c'était à refaire, j'irais pas. C'est un peu inquiétant quand même. Vous imaginez quand même je pense le tollé... que Hidalgo dirait si c'était à refaire, je vais me représenter dans 5 ans. Ouais. Vous imaginez le tollé que ça donnerait dans l'opposition. Alors, j'ai passé un coup de fil à notre correspondant en Espagne, Henri de la Guéry, qui nous confirme qu'effectivement, Manuela Carmena est un personnage à part dans un monde politique
politique où elle s'est retrouvée un peu par accident. Elle n'est pas là pour faire carrière. Et elle a subi aussi ces derniers mois des charges très violentes de la part de la presse conservatrice espagnole. Un petit passage à vide donc, et début de rétropédalage pas plus tard qu'hier sur son compte Twitter. Je suis allé voir, Madame le maire précise qu'elle est très heureuse de travailler pour les Madrilènes et qu'elle les remercie pour leur soutien. On dira aussi, Thomas, c'est vrai que c'est un peu pour sa sincérité, son discours non formaté aussi qu'elle a séduit les électeurs. On imagine chez chargé de com, tu peux pas dire ça, faut que tu fasses un tweet, elle l'a contente. Bon, heureusement alors. Axel de Tarlet, oh là 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 là. Après Volkswagen, Renault, oh la belle Renault Espace, la nouvelle qui est accusée de trop polluer, c'est à lire dans les Échos et dans Aujourd'hui en France ce matin. Exactement, et c'est une association écologiste allemande qui a commandé ces tests, alors qui a procédé des tests en conditions réelles, c'est-à-dire vraiment quand la voiture roule en ville et sur les routes, etc. Et le nouvel Espace qui est sorti au printemps dernier, alors version diesel, émettrait 25 fois plus de dioxyde d'azote, donc une particule fine, que ce qui est indiqué sur le dépliant et que la nouvelle norme Euro 6. Alors c'est très gênant pour Renault qui avait dit non, moi je ne suis pas comme Volkswagen, je ne pollue pas. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'ils répondent alors Renault ? Alors Renault, qu'est-ce qu'ils répondent ? Ils disent oui, mais ce sont des tests quand le moteur est chaud, mais les vrais tests ils sont faits quand le moteur est froid. Quand il roule pas. Voilà, et donc quand le moteur est froid, on respecte. Mais non, mais Renault dit, ces tests sont peut-être idiots, les normes sont peut-être idiotes, mais ce sont les mêmes pour tous. Donc si vous voulez, chaque association, enfin c'est la réponse de Renault, ne peut pas dans son coin bidouiller des tests avec son propre protocole. Voilà. Alors donc, on réalise finalement que tous les constructeurs ils trichent plus ou moins. Voilà, tout le monde triche. Alors du coup, PSA qui est un champion du diesel dit moi je suis propre, je ne veux pas être mis dans le même sac que Volkswagen et maintenant que Renault. Ouais. Et donc PSA, il faut quand même saluer cette initiative. On va voir ce que ça donne, mais ils ont mandaté une vraie association qui soi-disant, promet PSA, est vraiment indépendante et qui va faire des tests sur toute la gamme de PSA, toute la gamme diesel, et qui va donner ses résultats en conditions réelles, précise PSA, qui donnera ses résultats début 2016. En fait, quand on fait un règlement, c'est pas pour le respecter, c'est pour le contourner. Quoi. Oui. Voilà. C'est pour dire qu'on est très au-dessus ou très en dessous. C'est pas tellement contrat de confiance, comme on dit chez Darmanin. Il y a 9 Français sur 10 qui ne croient plus à ces tests. C'est curieux. Moi, je suis dedans. Ici, dans le studio, qui croit aux tests Je n'y crois pas. Non. Plus personne n'y croit, c'est 100%. Et demain, nous parlerons du Père Noël. Oui, qui existe, heureusement. Jérôme Commandeur se fait discret, mais il est quand même sur France 4 à 22h10 ce soir. Oui, il se rêvait commandant de bord et puis il a préféré abandonner ses études pour devenir comédien. C'est tant mieux pour nous d'ailleurs. Et depuis 97, il peut donc mettre dans la case profession humoriste. Et alors France 4 a choisi de diffuser son premier spectacle qui avait été mis en scène et produit par Danny Boone. Alors c'est une suite de scénettes qui débute avec un week-end chez son ami Jean Seb. Jean Seb, il sait tout et il parle en chantant. Alors je vais vous le faire comme ça. Vous avez envie de me mettre une tarte, regarde ça. Jérôme. Tu le sens le paquet de boulasses là qui monte là, tu le sens là? Pourquoi tu t'arrêtes chez Total? Moi j'y vais pour prendre de l'essence, tu vois, parce que j'ai l'intime conviction qu'on ira plus vite avec de l'essence que si tu pousses. Alors avec Jérôme Commandeur, il n'y a pas d'effet de scène. En fait, son talent, c'est quand même le texte qui est hyper ciselé. Et puis, des personnages qui sont très forts, à qui il attribue alors un accent, un petit tic de langage, comme quand il se met dans la peau de Gisèle, qui est fonctionnaire du conseil régional. Oh, je sais toutes les saloperies que tu racontes sur moi au CE. Oh, la Gisèle, elle pue, elle est négligée, elle a de la moustache. S'il y en a une qui a de la moustache, ici au conseil général, c'est Jacqueline. Hein, bon, voilà. Si Jacqueline, t'as de la moustache, si. Ça fait 5 ans qu'on t'appelle Magnum, c'est pas à cause de la Ferrari, hein? Franchement, j'ai beaucoup ri. Et je vais prendre un pari. Je vais prendre le risque d'ailleurs de faire une comparaison. Pour moi, Jérôme Commandeur, c'est un héritier de Coluche. Ah, carrément. Ah oui, vraiment. Vraiment. C'est une médaille que vous lui mettez. Ah, mais vraiment, avoir son... Et je suis fan de Coluche. Et c'est un vrai gentil en plus. On le croit souvent à Europe 1, c'est un vrai gentil. Exactement. Souvent l'après-midi. Exactement. Et alors, comme Coluche, il a choisi d'ailleurs de faire du cinéma. On l'a vu devant la caméra dans Bienvenue chez les Ch'tis, dans Barbecue ou Babysitting. Et il passe derrière la caméra puisqu'il est en train de finaliser son premier long métrage. Voilà, et si vous voulez un petit rôle, vous pouvez contacter Eva Rock, évidemment. Non, si Eva Rock veut un rôle, faut... Oh là là, j'ai tout mis à l'envers. Bon, Jérôme Commandeur se fait discret, moi aussi. C'est donc son spectacle sur France 4 ce soir à 22h10. Je vais me coucher.